Avec une production record de plus de 760 000 tonnes, le Mali a retrouvé sa première place sur le continent devant le Bénin et la Côte d'Ivoire. En cette circonstance, le chef de l'État a salué l'effort consenti par les cotonculteurs. Une autre bonne nouvelle, des résultats encourageants ont été obtenus au cours de la campagne agricole 2020-2021. Au Burkina Faso, des avocats de la défense plaident la relaxe de leurs clients. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Comme je vous en parlais tout à l'heure dans les titres, le Mali retrouve sa place de leader sur le continent à travers une production record de plus de 760 000 tonnes au titre de la campagne 2021-2022. Un exploit qui a été possible grâce à la décision du chef de l'État de maintenir la subvention des intrants agricoles, l'augmentation du prix du coton-graine qui est passé de 250 à 280 francs entre autres. Le colonel Assimi Goïta a salué les efforts des cotonculteurs lors de la fête du coton à Koutiala. Le Mali retrouve sa place de leader sur le continent à travers une production record de plus de 760 000 tonnes au titre de la campagne 2021-2022, a indiqué le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Prouesse qui a été possible grâce au maintien de la subvention des intrants agricoles, l'augmentation du prix du coton-graine qui est passé de 250 à 280 francs CFA, entre autres. À Koutiala, le président de la transition a salué la forte mobilisation des populations. Votre mobilisation est sans commentaire. Aujourd'hui est un grand jour, jour de satisfaction, de reconnaissance. Les chefs de village avaient promis de faire quelque chose d'inédit et ils l'ont fait. Grâce à eux, le Mali est redevenu premier producteur de coton en Afrique. Selon toujours le président de la transition, les cotonculteurs ont donné l'exemple à tout le Mali. Comme vous le savez, il y a eu des difficultés. Mauvais prix du kilogramme de coton et la cherté des intrants. Ces problèmes ont pu être résolus grâce au gouvernement et aux opérateurs économiques. Le chef de l'État a en outre expliqué que le Mali-Goura signifie de réaliser des grandes choses pour le bonheur des Maliens. Ce que les producteurs de coton ont fait doit inspirer les professionnels de d'autres secteurs tels que la santé, la sécurité, la justice. Cependant, le colonel Assimi Goïta a invité les Maliens à l'unité pour sortir le pays de la crise qu'elle traverse depuis 2012. Je souhaite que quand un Malien a des problèmes, les autres se mobilisent. Nous ne devons plus commettre les erreurs du passé, a-t-il conclu. Pour rappel, en septembre 2021, le département américain de l'agriculture avait indiqué dans son rapport que le Mali sera le plus grand producteur de coton en Afrique pour la campagne 2021-2022, suivi du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Le Mali a sémé une superficie record de 795 000 hectares en hausse de 630 000 hectares par rapport à la récolte de l'année dernière. Par ailleurs, le rapport américain a expliqué que la Côte d'Ivoire a également sémé une superficie agricole record de 460 000 hectares, tandis que le Bénin et le Burkina Faso ont chacun sémé plus de 600 000 hectares cette année. Au terme de la campagne 2019-2020, la production du Mali en coton s'est chiffrée à 700 000 tonnes, soit 6,6% de plus par rapport à 2018-2019. Fixé pour rappel, les producteurs de coton avaient boycotté la campagne cotonnière 2020-2021 suite à un malentendu avec les autorités sur les prix du coton-graine fixés par le gouvernement. Enfin, en 2018, le Mali avait été classé premier producteur de coton au niveau du continent avec 725 000 tonnes de coton-graine selon les données de la Compagnie malienne de développement du textile, CMDT. Nous restons toujours dans le monde rural. La 12e session du Comité exécutif national de l'agriculture s'est tenue à la primature sous la présidence du chef du gouvernement. Il ressort de cette session que des résultats encourageants ont été obtenus au cours de la campagne agricole 2020-2021. Dr Choguel Koukala Maïga a remercié tous les acteurs impliqués pour l'atteinte des objectifs. Suivons les détails. Au Conseil supérieur de l'agriculture, qui sera présidé par le président de la transition, les acteurs du monde rural présentent au Premier ministre le bilan sommaire de la campagne agricole 2020-2021. Le Conseil exécutif national de l'agriculture est également le lieu d'échanger sur les projections de production des 3 prochaines années. 2021 aura été satisfaisant. Les résultats obtenus autour de la campagne agricole 2020-2021 sont encourageants malgré les difficultés liées, entre autres, à l'insécurité, à la pandémie de la Covid-19 et à la faiblesse de la pluviométrie enregistrée par endroits. Les principaux résultats sont 9 266 073 tonnes de céréales avec un excédent céréalier
de 2 079 862 tonnes. 731 000 tonnes de coton graine, 77 194 tonnes de viande rouge, 120 000 tonnes de poissons de capture. À cela, il faut ajouter l'insémination de 15 640 vaches et la vaccination de 6 623 242 têtes d'animaux. Sur le plan budgétaire, l'État a alloué à la campagne au titre de l'année 2020-2021 93 183 15 000 francs CFA pour un taux d'exécution de 96,8%. Au cours de cette 12e session organisée par le secrétariat permanent du comité exécutif national du Conseil supérieur de l'agriculture, plusieurs documents sont examinés. Les projections pour les prochaines campagnes sont encore plus ambitieuses. Le bilan de la campagne 2021-2022 est adopté. La programmation du plan de campagne 2023 et les projections de 2023-2024 sont aussi adoptées. L'avis du comité exécutif sur les différentes filières pain de singe, gomme arabique et chalon oignon approuvé. Il faut noter que dans les perspectives, il faut inscrire désormais la production du blé comme un objectif que notre État doit se fixer. En plus du riz, du mil, il faut produire du blé. Nous avons formulé des recommandations qui vont être soumises au Conseil supérieur de l'agriculture dans les prochains jours sous la haute présidence du chef de l'État. Et les documents, comme je le dis, qui sortiront de cette session doivent être finalisés. On a parlé de la première place que nous occupons en matière de production de coton. C'est bien, mais je pense qu'il faut qu'on ait des ambitions un peu plus grandes encore. Voyez-vous, la quantité d'argent que nous mettons dans les subventions pour produire plus de coton, on ne transforme que 2%. Je vous assure que si on transforme 10%, vous allez voir globalement la valeur ajoutée que ça va porter au pays. Comme illustration, le kilo de coton, on l'achète à 250 francs, mais quand on le transforme en fil, on vend le kilo de fil à 4 000 francs. Et lorsque c'est transformé en habits, en t-shirt et autres habits, peut-être à 9 000, 10 000 francs. Imaginez entre 250 et 4 000 et 10 000 francs. Combien de Maliens pourraient travailler dans le secteur? La relance des unités textiles devient une urgence nationale aujourd'hui. L'une des grandes leçons que nous devons tirer de l'embargo, c'est qu'à partir de ce moment, tout ce qu'on peut faire chez nous, il faut le faire. On a la chance d'avoir un président qui veut effectivement que ça change. Le Maripura, c'est sur les faits que les gens vont dire. Maintenant, on en a parlé beaucoup sur le plan politique. Les gens veulent le voir dans la pratique. Pour qu'avant la fin de la transition, le monde paysan puisse dire, pas seulement que le gouvernement nous aide dans les subventions des intrants, mais qu'on a la possibilité aujourd'hui de diversifier ce que nous pouvons produire. Que même un producteur de coton, en plus du coton, qui puisse faire d'autres activités. Que nos industries cotonnières, que les monde des affaires soient actionnaires là-dedans, pour qu'on produise du fil qu'on revend, qu'on exporte. C'est-à-dire qu'il y a toute une stratégie de transformation de nos produits au niveau agricole. Après le changement, le gouvernement de transition a payé les dettes sur 4 années d'exercice, 2016, 17, 18, 19, même 20, près de plus de 80 milliards d'arriérés, plus la dette intérieure. Pourtant, c'est nos efforts. Ça veut dire que si on croit en nous-mêmes, si on s'organise, on manage bien les ressources que nous avons, nous les orientons vers les priorités nationales, rien n'est impossible. Le chef du gouvernement a tenu à remercier tous les acteurs agricoles, particulièrement les producteurs et les partenaires techniques et financiers, pour les résultats obtenus.
Sur tout un autre plan, les forces armées maliennes continuent de consolider les acquis opérationnels face à des terroristes en débande. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion que les FAMA maintiennent leur dynamique offensive de recherche et de destruction de terroristes et leur sanctuaire dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigui. Et c'est à Touré. Depuis le dernier communiqué en date du 15 mars 2022, en plus des activités de routine de sécurisation des foires, d'escorte, de relève, de patrouille, de sécurisation des personnes et des biens, de même que la lutte contre la contrebande, l'intensification sur la recherche du renseignement et le contrôle des zones particulièrement au centre et au sud se sont poursuivis avec les actions majeures résumées ci-dessus. Les priorités opérationnelles ont porté sur la consolidation des unités FAMA, des sites et de la relève descendante de Boni, consécutive à la réaction aéroterrestre contre les terroristes dans la journée du 21 mars 2022, dont le bilan cumulé provisoire a évolué comme suite. Côté ami, de 4 morts et 17 blessés, dont 7 graves, le bilan à ce jour est porté à 16 morts, 18 blessés et des dégâts matériels. Côté terroriste, de 13 neutralisés et 2 interpellés, le bilan a évolué à 37 neutralisés, 2 interpellés et des armes et munitions récupérées. Les actions aériennes de renseignement continuent dans les secteurs de Serma et Tessit pour des éventuelles frappes. Par ailleurs, les actions majeures de la semaine se résument à des reconnaissances offensives dans les sanctuaires terroristes, principalement dans la région de San, Kuchala, Badiangara, Ségou, Tombouctou et Mopti, avec le bilan cumulé suivant. 6 suspects terroristes neutralisés et 32 chasseurs d'Onso interpellés avec la récupération d'un fusil mitraillette FM, 4 PM et 4 carabines chinoises. Les chasseurs détenteurs de fusils de chasse ont été libérés et invités à rejoindre le processus de recrutement spécial. 3 terroristes neutralisés, 5 AK-47 récupérés, 20 motos détruites, 3 radios récupérées dans le secteur de Mondoro. 11 suspects terroristes transférés à la brigade d'investigation de lutte contre le terrorisme, dont les présumés combattants Boubacar Nouhoum Diallo, Paté Diallo, Ossé Bari, Oumar Koli Bari, Ismaël Bari, Abdoulaye Faki Traoré, Oumar Traoré, Abou Samba Bari et le présumé spécialiste et poseur d'engins explosifs improvisés Mahamoudou, de même que le présumé logisticien Sidi Diko. Par ailleurs, les reconnaissances offensives sur les sites de dépôt des ACAT collectés des forces aux populations ont permis de récupérer 5 tonnes de vivres dans les diverses localités des régions de Mopti et de Ségou. L'état-major général des armées rassure que les actions de recherche de renseignement, de surveillance, de poursuite et de neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires et leur interpellation dans les zones urbaines se poursuivent indéniablement et les FAMA s'adopteront au mode d'action des terroristes. L'état-major général des armées invite les populations à se démarquer des terroristes pour minimiser les risques de dommages collatéraux, chassant que la leçon apprise pendant les dernières actions confirme l'emploi des civils comme des boucliers humains. En santé, nous parlons d'anémie dans cette édition. En effet, l'anémie est une maladie très répandue de nos jours. C'est un problème de santé qui se caractérise par un manque de globules rouges dans le sang. Les globules rouges jouent un grand rôle dans le corps humain, qu'ils apportent de l'oxygène aux tissus et aux organes. C'est pourquoi une carence en globules rouges est un danger sur la santé. Nous en saurons plus avec Aïssata Touré. Un manque de fer, de vitamine B12 et B9, qui sont les éléments indispensables à la fabrication de l'hémoglobine et des globules rouges, peuvent provoquer une anémie selon le professeur Diallo, hématologue. L'anémie, c'est une diminution de la capacité du sang à pouvoir jouer pleinement son rôle de transport d'oxygène et de desservir les autres organes. Donc en termes simples, c'est une baisse du taux d'hémoglobine qui est le pigment sur lequel va se fixer l'oxygène que nous respirons et qui va contribuer à alimenter, à maintenir tous les organes, toutes les cellules en vie. La cause, ça peut être un ulcère, ça peut être des règles abondantes, ça peut être des myomes qui vont faire que les femmes vont saigner beaucoup. Ça peut être également des situations de malnutrition ou même des situations de cancer qui peuvent être masquées par cette anémie-là. Les symptômes possibles sont la fatigue, les essoufflements, une peau pâle, entre autres. Les symptômes, essentiellement, l'oxygène contribue à maintenir l'équilibre
l'organisme. Alors, s'il n'y a pas une grande quantité d'oxygène, c'est que naturellement, on va commencer à sentir les essoufflements, donc la capacité physique de la personne va diminuer et on va voir que les efforts qu'on pouvait faire pendant un certain temps, sur une certaine période, on va voir qu'on ne peut pas faire ça normalement. Mais également sur le plan physique, quand on voit ces personnes, on va voir déjà qu'au niveau des yeux, au niveau des conjonctives, vous allez voir que cette partie, chez moi c'est plus rouge, mais chez eux, ça va être blanc. Et si l'anémie est trop profonde, vous allez voir que c'est encore plus blanc, comme si c'est du coton tout près. Alors, les mains, les paumes des mains, vous allez voir que c'est aussi blanc. Donc souvent, quand on pince, on va voir que tout de suite, il y aura une recoloration. Mais chez ces personnes, on pince, mais c'est comme si vraiment c'est du coton qu'on a pincé. Le palu est une des causes fréquentes qui peut aussi entraîner l'anémie chez une personne. Le palu fait partie des causes qui entraînent surtout les cassures des globules rouges, donc des anémies hémolytiques. Le palu est une des causes fréquentes. Et généralement, dans les neuropaludismes, dans les formes neurologiques, on a souvent des anémies qui sont le plus souvent dues à cet excès de parasitémie, donc une augmentation, une charge importante de parasites qui vont détruire les globules rouges. Des compléments alimentaires à base de fer peuvent être utilisés pour une carence en fer et des transfusions sanguines pour une perte de sang chez les anémiés. Si c'est une carence nutritionnelle, donc tous ceux qui sont riches en nutriments, que ce soit le haricot, comme tout le monde aime le haricot, donc que ce soit ça, que ce soit le foie, que ce soit les produits secs qui sont riches en fer, ça dépend si c'est une carence en fer. Mais dans certaines situations, l'alimentation a un rôle, mais pas un rôle majeur dans la correction. Il faut souvent aller dans l'urgence, même transfuser les malades s'il le faut, pour les maintenir en vie avant de chercher la cause et traiter cette cause-là. Le traitement de l'anémie dépend du diagnostic. Oui, le traitement dépend de la cause, comme je l'ai dit. Mais il faut échelonner les traitements. Dans l'urgence, par exemple, quelqu'un qui est dans un état où, je dirais, en phase terminale ou dans une situation qui menace même sa vie, il faut agir urgemment. C'est là où on transfuse les malades. Donc, quand on transfuse les malades, on peut les maintenir en vie et le temps de chercher à connaître la cause. Maintenant, quand on transfuse le malade, tant qu'on n'a pas traité la cause, l'anémie peut revenir. La transfusion de sang, certes, ça sauve le malade, mais ce n'est pas un acte anodin, ce n'est jamais un risque zéro. On peut transfuser un patient pour sauver sa vie, mais lui coller une autre maladie qu'il va drainer toute sa vie et qui peuvent avoir d'autres conséquences comme les hépatites, comme les infections, le VIH, etc., etc. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a animé une conférence de presse à la Maison de la Presse. L'objectif était de sensibiliser la presse en général et la presse sportive en particulier sur les enjeux des 2 matchs de barrage de notre équipe nationale. Il était également question de mobiliser davantage la presse à s'impliquer dans l'organisation des rencontres prévues le 25 mars au stade du 26 mars et le 29 à Rades en Tunisie. Yacouba Kamara. Qui nous réunit aujourd'hui, je l'ai voulu et je l'ai exprimé au président de la Maison de la Presse. Et on a décidé ensemble de l'intituler « Journée d'échange avec la presse malienne ». Cette journée d'échange se fait à un moment important, pour ne pas dire à un moment historique. Vous aurez compris qu'il s'agit particulièrement et singulièrement de ce match important pour notre pays, important pour les Aigles, important pour le football. De ce match de barrage qui va se jouer le 25 mars au stade du 26 mars et le match suivant qui se jouera le 29 mars à Tunis en termes de match retour. Je voulus, à la veille de ces 2 matchs déterminants, avoir un échange direct avec vous. Vous qui avez cette mission de tenir informés
l'opinion nationale, mais également vous qui avez la mission de nous accompagner à sensibiliser et à mobiliser l'opinion nationale pour la réussite de ces deux événements. Je voulais profiter de ces rendez-vous, une première que je souhaite se faire renouveler chaque fois que nécessaire pour lancer un certain nombre de messages. Le premier message, c'est un appel à l'endroit des supporters des Aigles du Mali, à l'ensemble des amoureux du football du Mali, à l'ensemble de l'opinion nationale, pour leur dire que certes, ces deux matchs, le match du 25 est un match déterminant. Et quand on est à la veille d'un rendez-vous déterminant, la première ligne de défense, c'est la responsabilité. J'en appelle à la responsabilité de tous et de chacun. Je sais que le football, par essence, est un domaine de passion. Et les supporters sont très souvent passionnés. Nous sommes tous passionnés parce que nous aimons ce que nous faisons. Mais dans cette passion, la raison doit demeurer. C'est pourquoi je vous invite à réserver un accueil fraternel et chaleureux à nos frères tunisiens que nous allons affronter le 25. Je vous invite également à prendre soin de ce joyau qui est devenu le stade du 26 mars. Ce stade n'appartient à personne. Il nous appartient tous. Je vous informe que ce stade n'a bénéficié d'1 centime venant d'ailleurs. L'ensemble des milliards qui ont été mis dans la rénovation de ce stade viennent des impôts de chacune et de chacun de vous. C'est votre bien qui est là-bas. Du coup, de la même manière que vous entretenez vos maisons chaque matin, je vous invite et je vous demande de prendre soin du stade du 26 mars pendant ce match. Le bien public, c'est le bien de chacun. En supportant, en soutenant, bien sûr, je veux du bruit, je veux de la fête pour les Aigles. Je veux des cris, je veux de la joie, je veux de l'ambiance, mais je veux aussi de la responsabilité. Les chaises sur lesquelles nous allons nous asseoir pour les supporter, c'est le bien de l'État, c'est le bien public. Prenons soin de ces chaises. Les gradins, prenons-en soin. Les salons où nous allons nous retirer à l'heure de la mi-temps, prenons-en soin. Les robinets que nous allons utiliser, prenons-en soin. Les toilettes que nous allons utiliser, prenons-en soin. Je vous dis, quand j'ai visité le stade du 26 mars, en novembre 2020, jusqu'au jour où le chef de l'État a réceptionné les travaux, j'avais encore la douleur de ce que j'ai vu dans ce stade. Je vous demande qu'on se mette ensemble pour qu'on ne vive plus cela, qu'on ne soit plus la risée des autres quand ils viennent nous voir. Donc préservons le stade. À la fin du match que nous allons gagner, j'en suis convaincu parce que nous avons les moyens de le gagner. Qu'à la fin du match, de manière responsable, nous retournions chez nous et nous nous préparions pour aller en Tunisie. À la fin du match de Tunisie, que nous allons gagner parce que nous avons la détermination et les moyens, sortons de manière responsable du stade tunisien et regagnons nos hôtels pour revenir célébrer cette victoire historique à Bamako. Et nous appelons vraiment l'ensemble des journalistes à jouer pleinement leur rôle. Et je crois que les communications vont se faire, mais dans la présentation du ministre, tout a déjà été dit. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Je vous remercie l'ensemble des confrères. Que le Mali gagne. Maintenant, place à l'actualité internationale. Au Burkina Faso, le procès des assassins présumés de l'ancien président Thomas Sankara a repris mardi 22 mars après plusieurs semaines d'interruption. Les avocats de la défense plaident la relaxe de leurs clients. Le procès était suspendu depuis le 3 mars à la demande des avocats de la défense qui s'interrogeaient sur la constitutionnalité du chef d'accusation d'attentat à la sûreté de l'État. Vendredi, le Conseil constitutionnel avait rejeté cette demande et le procès a repris mardi avec les plaidoiries de la défense.
réponses. Elles ont débuté par celle de Isaka Ouattara, avocat du médecin militaire Aliou Djembre, poursuivi pour faux en écriture publique, pour avoir établi le certificat de décès de Thomas Sankara avec la mention mort naturelle. Évoquant une prescription des faits reprochés à son client, l'avocat plaide la relaxe car, a-t-il précisé, Djembre n'avait aucune intention coupable. Ensuite, Kopio Moumouni, avocat de Kafando Hamadou, également poursuivi pour faux en écriture publique, pour avoir produit un autre certificat de décès avec la mention mort accidentelle, a également évoqué la prescription des faits et plaidé la relaxe. Mamadou Koulibaly, avocat d'un troisième accusé, Albert Belembliga, poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, à son tour, demandait l'acquittement de son client. M. Koulibaly a fait savoir qu'aucun témoin n'a mis en cause son client, dont la relaxe est également demandée par le procureur militaire. Le Nigeria est au bord du blackout à cause de la hausse du prix des carburants. Alors que le réseau national électrique est à bout de souffle, population et entreprises dépendent largement des générateurs à essence pour vivre et travailler. Le prix du gasoil, qui avoisine habituellement 225 naira le litre, soit 0,50 € au Nigeria, a doublé puis triplé jusqu'à frôler les 800 naira le 18 mars, une conséquence de l'invasion russe en Ukraine qui a fait s'envoler les cours du brut sur les marchés mondiaux. Bien qu'il soit le premier producteur de pétrole brut d'Afrique, le Nigeria doit importer la quasi-totalité de son carburant car aucune de ses 4 raffineries n'est opérationnelle. Une situation paradoxe qui expose le consommateur aux fluctuations du marché. Pour éviter une flambée des prix à la pompe, le gouvernement nigérian subventionne massivement l'essence dont le prix est fixé à 165 naira. Mais ces derniers temps, les stations-service peinent à satisfaire la demande. Malgré la guerre en Ukraine, les navires transportant du gaz circulent encore en provenance de la Russie. En effet, l'acheminement de gaz depuis le sud arctique de Yamal, détenu par le russe Novatek, le français Total Energy et 2 entités chinoises, se poursuit à un rythme intensif vers l'Europe et l'Asie. Cela malgré les sanctions de l'Union européenne contre la Russie. La Commission européenne a promis de diversifier ses approvisionnements en gaz et en pétrole pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles russes. Mais en attendant, l'Europe a besoin de grandes quantités de gaz et si elle en importe essentiellement par gazoduc depuis la Russie, elle a développé ces dernières années les livraisons par bateau de gaz naturel liquéfié. Cet acheminement par voie maritime a constitué 20% des importations européennes de gaz en 2021, principalement depuis les États-Unis, mais aussi depuis le Qatar, la Russie, le Nigeria ou l'Algérie. En Afghanistan, les talibans ont ordonné la fermeture des collèges et lycées aux filles, alors que les jeunes afghanes venaient tout juste de retrouver les bancs des établissements scolaires qui rouvraient mercredi pour la première fois depuis la prise de pouvoir des talibans en août. Le porte-parole des talibans a confirmé cette information, selon laquelle les filles avaient été priées de retourner chez elles. Aucun responsable taliban n'était immédiatement joignable pour expliquer la raison de cette décision. Nous n'avons pas le droit de faire des commentaires, a simplement répondu le porte-parole du ministère de l'Éducation Ahmad Aziz Ryan. L'agence de presse gouvernementale Bakar News Agency évoque de son côté une réouverture si les vêtements des filles sont conçus selon la charia, les coutumes et la culture afghane. Dans une classe du lycée Zargona pour filles dans la capitale à Kaboul, un enseignant est entré et a ordonné aux élèves de rentrer chez elles. Ces dernières qui se réjouissaient de leur retour à l'école pour la première fois depuis la prise de pouvoir en août, des fondamentalistes islamistes ont fermé leurs livres, emballé leurs affaires et quitté en larmes la classe. Cette même scène a été constatée par d'autres journalistes présents dans le pays. La communauté internationale a fait du droit à l'éducation pour tous une pierre d'achoppement dans les négociations sur l'aide et la reconnaissance du régime des islamistes fondamentalistes. Le ministère de l'Éducation avait pourtant annoncé la reprise des cours mercredi pour les filles dans plusieurs provinces, sauf celle de Kandahar, berceau des talibans qui devrait rouvrir le mois prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe de Nieta TV vous remercie de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et qu'Allah bénisse nos militaires. Bonne soirée.